Bienvenue si vous nous rejoignez sur les nouvelles opportunités du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027. Maintenant, un focus sur l'enseignement supérieur. Je vous présente les intervenants pour tout comprendre des projets, si vous souhaitez monter des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur. Annabelle Villiers-Couls, qui est avec Morgane Pro et Jean-Louis Mayonnade. Tous les trois, vous appartenez à l'agence Erasmus+. Vous êtes chargé de promotion et d'anonymisation concernant le pôle enseignement supérieur. Et puis également en direct de Bruxelles, Elena Tegowska, qui est Team Leader Higher Education à la Commission européenne à Bruxelles. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc nous accueillons Elena, qui est responsable de l'équipe enseignement supérieur à la Commission européenne au sein de la Direction générale éducation, culture, jeunesse et sport. Merci d'être parmi nous, Elena, pour votre contribution. Cette séquence enseignement supérieur sur les opportunités du nouveau programme Erasmus durera environ 40 minutes. Aussi, nous ferons un focus en réalité sur les nouveautés. Elle sera suivie d'une session de réponse à vos questions lundi 18 à la même heure, à 15h20. Et bien sûr, nous adresserons à nouveau à vous lors de sessions complémentaires à la sortie du guide du programme. Au cours de cette séquence, nous parcourrons les points suivants. La structure du programme, les projets Action Clé 1 pour financer la mobilité des individus, l'Action Clé 2 pour financer des projets de coopération, les activités Jean Monnet, l'initiative Carte étudiante européenne, et nous finirons par quelques ressources pour aller plus loin. Je passe la parole à ma collègue Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour Annabelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des pays et de la structure du programme, ainsi que de la charte ECHE. Alors, quels sont les pays couverts par le programme Erasmus+? Donc, sur ce point, pas de changement par rapport à l'ancienne programmation. On retrouve les deux catégories de pays, donc les pays membres du programme et les pays partenaires. La grosse nouveauté sur la nouvelle programmation 2021-2027, c'est évidemment le cas du Royaume-Uni. Comme vous le savez, le 24 décembre dernier, un accord a été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et cet accord ne couvre pas le programme Erasmus+. Alors, Elena, une question pour vous. Puisque le Royaume-Uni n'est plus un pays membre du programme, est-ce désormais un pays partenaire ? Oui, bonjour Morgane. En effet, le Royaume-Uni, suite à la décision prise par le gouvernement de ne plus participer dans le futur Erasmus+ 2021-2027, ne sera plus et pas considéré comme un pays programme. Il sera pays partenaire et les conditions plus spécifiques, disons, de sa participation dans le futur programme restent à définir dans les semaines à venir. Si je peux juste préciser qu'en ce qui concerne toutes les activités qui sont financées sous le programme actuel, bien sûr, la participation du Royaume-Uni reste tout à fait inchangée donc par rapport aux activités financées sur le budget du programme actuel. D'accord, merci pour cette précision, Elena. Alors maintenant, concernant la structure du nouveau programme, donc sur ce point, c'est pareil, pas de surprise par rapport à l'ancienne programmation. On retrouve les 3 actions clés ainsi que les activités Jean Monnet. En revanche, il y a des évolutions au sein des actions et ce sont donc Annabelle et Jean-Louis qui vous en parleront par la suite. Alors moi, je terminerai par un point sur la charte ECHE. Donc pour rappel, la charte est le document par lequel l'établissement s'engage à respecter un certain nombre de principes dans la réalisation de son projet Erasmus. Et l'accès au programme pour les établissements d'enseignement supérieur reste conditionné à l'obtention de cette charte. Donc, en plus des principes et exigences européennes qui préexistaient dans l'ancienne programmation, s'ajoutent 3 nouveaux principes. Le premier, donc, favoriser la mise en place de l'initiative Carte étudiante européenne. Le deuxième, inciter les participants à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Et le troisième, promouvoir l'engagement civique et encourager les étudiants et personnels à s'impliquer en tant que citoyens actifs, et ce avant, pendant et après leur participation à une mobilité ou un projet. Il y a déjà eu un appel en 2020
Oui, exactement. Alors, pour cette nouvelle programmation, le premier appel à candidature pour l'obtention d'une charte a eu lieu l'année dernière. On a relevé un grand investissement de la part des établissements d'enseignement supérieur français avec des candidatures de qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose à relever, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. On a relevé plus de 1200 candidatures d'établissements français. Et donc pour ceux qui ont candidaté, vous avez reçu vos résultats fin décembre. Alors félicitations à tous les nouveaux chartés et à ceux qui ont obtenu le renouvellement de leur charte. Donc, pour rappel, une fois obtenue, la charte est valable pour l'ensemble de la période de programmation, donc jusqu'en 2027. Vous avez donc 7 ans pour exploiter la palette des opportunités Erasmus+, et cela relève d'une véritable stratégie d'établissement. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu candidater et pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure Erasmus+, vous pouvez déposer un dossier de candidature en répondant à un appel à candidature annuel. Et donc, l'appel 2021 devrait sortir prochainement. Alors, Elena, sur ce point, comme ce fut le cas en 2020, est-ce qu'il y aura une procédure de candidature dite allégée et pour qui ? Oui, en effet, je confirme que dans l'appel 2021, nous aurons également une procédure allégée. Ceci est dû au fait que même si on sait que la plupart des établissements d'enseignement supérieur ont candidaté dans le premier appel, pour les raisons particulièrement liées à la situation avec la Covid, nous savons qu'un certain nombre d'établissements supérieurs n'ont pas pu candidater dans cet appel qui était censé être dans la procédure allégée. Donc, on leur laisse la possibilité de soumettre leur candidature à travers cette procédure allégée. Et ce sont les établissements d'enseignement supérieur qui sont considérés par leur agence nationale, comme on a fait lors du premier appel. Ils sont considérés dans cette procédure allégée. Donc, ce seront les mêmes établissements. D'accord, merci. Donc la procédure allégée reste maintenue. Alors, je passe maintenant la parole à ma collègue Annabelle qui va vous présenter l'action clé 1. Alors tout d'abord, et parce que cela représente en fait le plus gros volume de l'activité Erasmus, nous allons vous présenter ici les nouveautés sur l'action clé 1, la mobilité des individus dans l'enseignement supérieur. Il s'agit bien en fait pour les étudiants des projets de mobilité d'études et de stages et pour les personnels de la mobilité pour se former et pour enseigner. Concernant la mobilité d'études des étudiants, la principale nouveauté réside dans le fait qu'il est possible, cette mobilité d'études est éligible dès 2 mois, comme pour les stages auparavant, en fait, au lieu de 3 mois précédemment. Ici, nous avons en fait les nouvelles activités de la mobilité. Alors, la mobilité et les programmes intensifs hybrides, sur lesquels je vais revenir dans quelques minutes. La mobilité des doctorants, qui est cette fois clairement inscrite dans le nouveau programme. Jusque-là, les doctorants étaient assimilés aux étudiants ou aux enseignants. Et il s'agit en fait de leur donner la possibilité d'effectuer des mobilités plus courtes de séjours d'études ou de stages. Et Elena, quel est l'objectif en créant cette activité spécifique pour le statut de doctorant ? Alors oui, en effet, comme vous l'avez tout à fait justement les doctorants ont déjà la possibilité d'entreprendre une mobilité dans le programme actuel, mais nous savons que dû à la différence de statut des doctorants dans différents établissements d'enseignement supérieur, parfois ils sont considérés en effet comme étudiants, parfois comme personnels, ils tombaient sous des règles mobilité dans le cadre d'Erasmus+, différentes. Afin d'homogénéiser cela, de donner vraiment un accès égal à la mobilité pour tous les doctorants, mais aussi de répondre au mieux aux différents besoins d'apprentissage et de formation pour les doctorants. Il a été décidé d'homogénéiser cela et de donner la possibilité aux doctorants, indépendamment de leur statut dans leur université, d'entreprendre une mobilité de courte durée, donc une mobilité physique de courte ou de longue durée. Voilà, ceci vraiment vise à homogénéiser et à rendre aussi le programme plus inclusif. Merci Elena. Et alors, autre nouveauté sur la mobilité des individus au sein des pays membres du programme, des contributions supplémentaires pour les établissements. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Elena ?
Alors, les contributions supplémentaires pour les établissements, donc on va continuer de travailler avec le système de support organisationnel, où c'est un budget qui est octroyé aux universités qui développent et qui implémentent la mobilité étudiante dans leurs établissements. En effet, ce budget-là va probablement augmenter, et ceci pour répondre et pour accompagner les établissements dans l'implémentation des nouvelles priorités du programme. Comme l'a mentionné votre collègue Morgane, celles-ci sont inscrites également dans la charte et concernent la digitalisation, c'est-à-dire l'implémentation de l'initiative de la carte étudiante européenne, la mise en place de procédures qui favorisent l'environnement, ainsi que l'inclusion et l'engagement civique. Donc, afin d'accompagner et d'aider les universités dans l'implémentation de ces nouveautés, le support organisationnel sera adapté et augmenté. Au niveau du budget exact, il faudra attendre encore quelques petites semaines pour avoir les chiffres. Et d'autres contributions supplémentaires pour des déplacements plus verts ? Oui, absolument. Alors, en plus des contributions donc du support organisationnel octroyé aux universités, nous allons aussi octroyer des contributions supplémentaires aux étudiants dans le cadre de leur mobilité. Et là-dedans, on va continuer à travailler avec le support donc inclusion, le top-up inclusion, qui sera dédié non seulement aux étudiants qui proviennent de milieux socio-économiques défavorisés, mais aussi aux étudiants qui ont moins d'opportunités de bouger à l'international. Donc ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on va travailler avec un top-up pour les déplacements verts, où on va inciter les étudiants à utiliser les transports plus verts. Et quand ça sera le cas, ces étudiants-là auront droit à un supplément de leur bourse Erasmus. Merci beaucoup. Alors, nouvelle opportunité offerte par le programme, c'est la mobilité hybride, qui consiste à combiner une mobilité physique plus courte, de 5 à 30 jours, à des activités virtuelles avant, pendant et ou après la mobilité physique. Elena, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les publics visés par cette activité ? Alors, les publics visés, ce sont tous les étudiants et tous les personnels académiques et administratifs qui sont dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais en particulier, cette activité vise les étudiants qui ont moins d'opportunités ou qui ne peuvent pas se permettre, pour différentes raisons, d'entreprendre une mobilité de longue durée. Concrètement, ici, on pense aux étudiants qui étudient dans certaines disciplines qui sont réglementées au niveau national, comme par exemple dans certains pays la médecine, où on sait que ces étudiants ne peuvent pas bouger un semestre ou toute une année en mobilité à l'étranger. On vise également avec cette activité-là les étudiants qui sont par exemple parents, qui ont des enfants, des étudiants qui doivent travailler dans le cadre de leurs études pour subvenir à leurs besoins, ou des étudiants qui ont une certaine peur peut-être de se lancer tout de suite dans une longue mobilité. Eh bien, tous ces étudiants-là auront la possibilité de commencer, d'entreprendre une mobilité physique de courte durée qui sera, comme vous l'avez souligné, obligatoirement accompagnée d'une activité virtuelle, et alors en espérant que certains d'entre eux entreprendront à terme une mobilité physique de longue durée également. D'accord. Donc, mais en fait, ces activités de mobilité hybride n'ont pas vocation à remplacer la mobilité telle que nous la connaissons. Voilà, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'objectif de l'introduction de cette activité. Elle vient plutôt en complément aux activités de mobilité physique de longue durée qui existent et qui continueront à être la norme également dans le prochain programme. D'accord. Donc, des mobilités physiques plus courtes, combinées à des activités virtuelles obligatoires, soumises à la reconnaissance par 3 crédits ECTS.
Autre activité nouvelle également, les programmes intensifs hybrides. Alors là, il s'agit donc de formations communes qui intègrent une partie de formation en virtuel, d'activités virtuelles et de la mobilité physique. Ces formations communes doivent être organisées par 3 établissements issus de 3 pays du programme et intègrent donc ces 2 dimensions. Elena, en quoi consistent finalement ces activités virtuelles ? Alors, ces activités virtuelles peuvent être diverses et variées. L'idée, c'est vraiment de rassembler les étudiants provenant de différents pays, provenant de différentes disciplines, pour suivre des cours en ligne ou travailler sur des tâches spécifiques en ligne d'une manière collective, simultanée et en ayant à la fin tout leur travail et leurs résultats reconnus formellement et officiellement dans le cadre des crédits ECTS. Donc l'idée vraiment ici, on ne va pas réguler vraiment cela au niveau européen, on ne va pas venir avec une définition tout à fait stricte de ce qu'une activité virtuelle doit être, mais l'esprit ici, c'est vraiment d'avoir de mettre ensemble, disons, les étudiants sur un travail spécifique, de les faire travailler avec aussi des entreprises, la société civile, des profs, etc. Et avec à la clé une obtention de crédit pour ce travail-là. Donc en fait, il s'agit de faciliter l'échange, l'apprentissage en ligne, le travail d'équipe. Est-ce qu'il y a... Absolument. L'idée ici... Je voulais vous demander... Absolument. L'idée, c'est de ne pas considérer, par exemple, un appel Skype, pour caricaturer un peu. Ah oui. Mais voilà, un appel Skype, une discussion Skype entre un étudiant et un professeur ne peut pas être considéré comme activité virtuelle. Ce n'est pas l'esprit. Ici, c'est vraiment un travail actif, dynamique, en ligne, en groupe, entre les étudiants et les profs de différentes universités. Donc, est-ce qu'il y a un objectif, par exemple, en termes d'innovation pédagogique derrière ces activités ? Oui, alors il s'agit donc de programmes courts et intensifs qui devront utiliser des méthodes innovantes d'apprentissage et d'enseignement, y compris la collaboration et la coopération en ligne. Donc ici, vraiment, l'idée, c'est que ces programmes peuvent inclure, par exemple, un apprentissage en ligne qui serait basé sur des défis où des équipes transnationales, transdisciplinaires travaillent ensemble pour relever des défis, par exemple, comme ceux liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de stimuler, d'accompagner les universités dans leur innovation pédagogique à travers la mise en place de ces programmes intensifs hybrides. Eh bien, merci. Et la mobilité... ah oui, bon, c'est vrai qu'on avait pas mal développé en fait ces concepts de mobilité hybride en juin lors des journées enseignement supérieur. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur la chaîne YouTube de l'agence. Et donc, c'est vrai que la mobilité de l'enseignement supérieur ne serait pas ce qu'elle est sans sa dimension internationale. Je vais passer la parole à mon collègue Jean-Louis qui va nous parler justement de la mobilité Erasmus+ à l'international. Oui, alors la mobilité internationale, dorénavant, ça ne sera pas l'action clé 107, mais devient l'action clé 171. Et d'ailleurs, Annabelle, quand tu parlais tout à l'heure de l'action clé 131, c'est celle qui vient en remplacement de l'action clé 103 qu'on appelait avant. Exactement. Ok. Donc là, la mobilité hors Europe, c'est la mobilité internationale de crédit. Donc vous avez pu noter le changement de nom au passage. Donc sachez que lors de la dernière programmation, en fait, la France était leader en termes de candidature sur cette action. Donc c'est une action dont le budget dépend des instruments financiers de l'Europe au service de sa politique extérieure, qui seront reconduits, voire augmentés pour cette prochaine programmation. Sachant que les budgets sont toujours en cours de négociation, donc l'information, c'est qu'il n'y aura pas d'appel à proposition en 2021 pour la mobilité internationale de crédit. Par contre, comme nouveauté, nous pouvons vous dire d'ores et déjà que la mobilité hybride sera possible également pour cette action. La grande nouveauté du programme par rapport à l'international, ça sera également la possibilité de financer des mobilités hors Europe à partir du budget de l'action clé 131. Donc on aura une part de cette action clé qui sera dédiée à ces mobilités internationales. Donc elles permettront des mobilités
d'étudiants, mais également des mobilités de personnel, et ce seront majoritairement des mobilités sortantes. Donc Elena, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle possibilité qu'offre le programme Erasmus, et concrètement, que vont devoir faire les établissements pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle opportunité offerte aux étudiants et au personnel? Oui, alors en effet, ici, l'idée, c'est de donner encore plus de possibilités à encore un plus grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur de prendre part dans les activités à l'international et d'envoyer leurs étudiants, leur personnel hors Europe, dans n'importe quel pays du monde. Donc, cette action spécifique se trouvera dans le cadre de l'action clé 131 et concrètement les établissements d'enseignement supérieur en remplissant leur formulaire de candidature standard pour l'action clé 131 auront la possibilité d'indiquer si oui ou non ils désirent utiliser une certaine partie du budget qui sera bien sûr limitée pour envoyer leurs étudiants à l'international. Donc comme je le disais, il n'y aura pas de limitation géographique. Le budget qu'il sera mis à disposition des établissements d'enseignement supérieur pour cette mobilité-là, je disais, sera limité parce que l'objectif principal, bien sûr, de l'action clé 131 restera la mobilité intra-européenne. Mais afin de stimuler encore plus l'internationalisation, de donner la possibilité d'avoir un budget, disons, d'une manière récurrente, que les universités pourront utiliser pour leur mobilité à l'international, eh bien, on a décidé d'ouvrir une partie de cette action aussi pour la mobilité à l'international. Alors, comme vous le disiez, Jean-Louis, l'idée, c'est que la plupart de ce budget est utilisé pour financer la mobilité sortante. Dans certains cas spécifiques, et en particulier pour des pays où il n'y a pas de schéma, disons, ou de fonds nationaux spécifiquement dédiés à la mobilité, et aussi pour permettre aux universités européennes la conclusion d'accords avec n'importe quelle université dans le monde, eh bien, il sera permis que dans certains cas, on puisse financer la mobilité entrante aussi sur ce budget, mais en sachant que ce financement-là doit vraiment rester la minorité, que ici, l'objectif principal, c'est de donner la possibilité aux étudiants et au personnel qui se trouvent dans les établissements d'enseignement supérieur en Europe d'aller à l'international. Très bien. Merci Elena. Donc on va passer maintenant aux actions clés 2. Juste avant, oui. Donc il n'y aura pas d'appel à proposition mobilité internationale de crédit en 2021. Voilà, c'est ça. Mais par contre, appel à proposition en 2021 pour l'action clé 131. Avec la possibilité de faire partir des étudiants hors Europe, c'est ça, sur cette action-là. Action clé 2. Tout comme dans le précédent programme, l'action clé 2 regroupe les projets de partenariat qui visent à collaborer avec d'autres établissements ailleurs en Europe et dans le monde pour créer des contenus innovants et des modèles pédagogiques transférables. Premier type d'action clé 2, les projets de partenariat de coopération. Alors, ce sont un peu les héritiers des projets de partenariat stratégique que vous avez connus dans la précédente programmation. Des projets visant à créer de l'innovation pédagogique, regroupant au minimum 3 établissements de 3 pays membres du programme. Des projets dont les objectifs intègrent les priorités, au moins une priorité européenne et ou une priorité sectorielle. Et ces projets peuvent se dérouler jusqu'à 36 mois. Elena, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter sur, par exemple, les résultats attendus de ces projets ? Oui, donc en termes de résultats attendus, ici, on s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qui est fait actuellement dans les partenariats stratégiques. Donc on continuera de mettre vraiment l'action sur l'impact, sur la production de résultats innovants et concrets comme résultat de la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur, tout en mettant dans leurs priorités les priorités politiques de l'enseignement supérieur qui seront indiquées dans le prochain guide du programme. Donc des partenariats de coopération qui doivent aboutir à des résultats réutilisables et transférables, évolutifs, qui intègrent une forte dimension transdisciplinaire, comme c'était le cas auparavant. Avant d'avancer un petit peu sur d'autres types de partenariats, je voudrais vous dire qu'on va clore la partie décentralisée du programme ici.
qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire tout simplement que les projets de mobilité intra-européenne, les projets de mobilité hors Europe et les partenariats de coopération sont des actions qui sont gérées par les agences nationales. Donc lorsque vous déposez un projet de ce type, votre projet est en concurrence avec d'autres projets français. Les actions centralisées, on va regarder un petit peu ça. On a plusieurs types de partenariats de coopération. Premier type, le premier type, ça va être les partenariats d'innovation et les partenariats d'excellence. Alors là, on va déposer ces projets auprès de l'agence exécutive à Bruxelles et ce sont donc des projets qui seront en concurrence avec d'autres projets européens. Les alliances de la connaissance? Alors, en effet, parmi les partenariats d'innovation, on va trouver les alliances de la connaissance telles qu'elles existaient dans le précédent programme. Ce sont des projets européens à grande échelle, de grande envergure, qui impliquent au minimum 6 organisations issues de 3 pays membres du programme. Et parmi eux, il faut qu'il y ait au moins 2 établissements d'enseignement supérieur et 2 entreprises minimum. Ces projets visent à soutenir l'innovation et renforce les liens entre la recherche, l'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise. Il y a un autre type de partenariat d'innovation, Jean-Louis, les renforcements des capacités. Oui, les renforcements des capacités. Donc l'ouverture à l'international, c'est aussi l'action renforcement des capacités qui soutient la modernisation et l'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur des pays partenaires. Donc à noter, lors de la précédente programmation, la bonne implication de la France, puisqu'elle était présente dans 20% des projets sélectionnés. Comme la mobilité internationale du crédit, c'est une action qui dépend exclusivement des instruments financiers de l'Europe. Donc comme ils sont en cours de négociation, donc l'information c'est qu'il n'y aura pas d'appel à proposition en 2021 pour cette action. Par contre, pour les nouveautés attendues dans le nouveau programme, vous aurez la possibilité de monter 2 tailles de projets cette taille sera liée au budget et aux ambitions que vous allez mettre dans vos projets. Donc l'idée, là aussi, est de faciliter l'accès à cette action aux primo-demandeurs, tout en conservant bien sûr la possibilité de déposer des projets plus ambitieux pour les consortiums plus expérimentés. Également, l'accent sera mis sur les projets structurels, c'est-à-dire les projets qui impliquent les ministères des pays cibles. Là, l'idée donc est de renforcer l'impact de ces actions. Les priorités, comme vous le voyez sur la diapo, donc, seront l'environnement, le numérique, la gouvernance, la croissance durable, la sécurité et la paix. Et la nouveauté également pour cette action, c'est qu'elle sera ouverte au secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. Nous faisons le point sur les partenariats d'excellence aussi. Il y a des nouveautés sur les masters Erasmus Mundus. Voilà, donc les masters Erasmus Mundus, donc de nombreuses nouveautés qui devront être confirmées dans le guide du programme. L'action Master Mundus positionne l'enseignement supérieur européen sur la scène internationale. Ce sont des programmes d'études intégrés mis en œuvre par un consortium d'établissements européens. Ils concernent toutes les disciplines et accordent des bourses aux meilleurs étudiants du monde. Donc la France est d'ailleurs était leader sur cette action lors de la dernière programmation. Donc pour 2021, nous allons avoir 2 appels à propositions différents. Le premier, donc, appel à proposition Erasmus Mundus Design Measures. En fait, cette action permettra de soutenir financièrement les établissements afin de mettre en place et de construire un projet de master conjoint Erasmus Mundus. L'objectif est d'encourager la création de nouveaux masters, notamment en impliquant des pays programmes sous-représentés ou de nouvelles thématiques. Les attendus seront par exemple la mise en place des programmes, de l'organisation commune administrative et financière entre les établissements, les services à la disposition des étudiants, ou également de présenter les projets de convention entre les consortiums et les contrats d'étudiants. Au niveau des exigences, 3 pays minimum, dont au moins 2 pays issus du programme. Durée courte, 15 mois, financement forfaitaire, 55 000 € qui permettront de supporter les coûts. Et le budget alloué lors de cet appel à proposition permettrait donc de financer environ 36 projets, ce qui n'est pas négligeable. Donc en fait, cette action Erasmus Mundus Design Measures, Jean-Louis, c'est pour monter les masters. Voilà, l'idée c'est bien d'apporter une aide aux établissements pour monter les masters dans de nouveaux domaines et donc en associant de nouveaux partenaires. Par contre, à côté de cela, vous avez toujours l'appel à proposition Erasmus Mundus Joint Master, qui, elle, donc, permettra d'allouer des frais de fonctionnement aux établissements et des bourses aux étudiants.
Pas de changement majeur sur le concept. C'est une action donc, qui se veut cependant plus ouverte, plus durable, plus souple et plus simple dans sa mise en œuvre et sa gestion. Première nouveauté, on aura toujours 3 établissements d'enseignement supérieur au minimum de 3 pays différents, mais dont au minimum 2 pays programmes. Rappelez-vous, auparavant, c'était 3 pays programmes, là donc on passe à 2. La possibilité également sera donnée aux pays partenaires d'être coordonnateurs, c'est-à-dire qu'on aura la même éligibilité entre les pays, les pays programmes et les pays partenaires. Donc ce n'est pas une obligation cependant, mais sachez qu'on aura cette même éligibilité. Toujours obligation d'au moins 2 mobilités pour les étudiants dans 2 pays. Et également une simplification au niveau du financement, puisque là on aura des forfaits, aussi bien pour les bourses des étudiants. On aura donc un montant forfaitaire qui sera de l'ordre de 1 400 € par mois, avec un plafond pour 60 étudiants, mais également un forfait pour les frais de fonctionnement de l'ordre de 750 € par rapport au nombre d'étudiants qui sont inscrits en master, donc étudiants boursiers ou non boursiers. Si on rajoute également l'octroi de bourses supplémentaires octroyées par les instruments financiers, un projet d'Erasmus, de Master Erasmus Mundus pourrait atteindre les 5 millions d'euros maximum. L'appel à proposition donc, permettra de sélectionner donc 25 projets. Alors ça fait beaucoup d'informations. Est-ce que nous organisons un webinaire spécifique sur les Master Mundus? C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés qui ne sont pas encore toutes stabilisées. Donc l'idée c'est bien d'organiser un webinaire donc, spécifique pour apporter toutes les informations aux universités et aux écoles. Alors, partenariat d'excellence également, les universités européennes. Ce sujet a été nommé et abordé lors des séquences de la matinée. Un dispositif expérimental lancé en 2019 et 2020. Et ce sont 41 projets qui ont été sélectionnés pour une durée de 3 ans, qui ont été financés avec un budget de 5 millions d'euros sur le programme Erasmus+, auquel s'ajoutent 2 millions d'euros du programme de la recherche Horizon 2020. Les projets retenus allient au minimum 3 établissements européens et testent différents modèles pédagogiques sur des sujets transversaux tels que l'éducation et la citoyenneté, le numérique, l'environnement, les transformations sociétales. Ces alliances vont ainsi réunir une nouvelle génération d'Européens capables de coopérer avec différentes cultures, dans différentes langues, au-delà des frontières et des disciplines. Nous avions une question, Elena. Il n'y aura pas d'appel à proposition en 2021 ? En effet, il n'y aura pas d'appel à proposition en 2021. Comme vous l'avez souligné, on est dans cette phase expérimentale où maintenant on regarde et on donne le temps aux 41 universités européennes qui ont été sélectionnées dans le cadre des appels à projets de ces 2 dernières années de vraiment produire le résultat. On les accompagne également dans le développement de leurs différentes activités. Et je dirais que cette initiative des universités européennes, c'est vraiment un bel exemple qui démontre la valeur ajoutée d'un travail collectif entre la Commission, les États membres, les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi les étudiants et les agences nationales, bien sûr. Nous nous inscrivons donc dans ce processus de co-création qui va continuer et donc d'où la raison pour laquelle ici on fait une pause cette année. On est en mode plutôt d'observation, d'accompagnement des 41 alliances actuelles et ensuite on décidera des étapes futures. Ce que je peux vous confirmer bien sûr, c'est que l'initiative des universités européennes restera bien sûr une des actions clés du prochain programme Erasmus+, cela va sans dire. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour les actions clés dédiées au partenariat. Et avant d'aborder l'initiative Carte étudiante européenne, je redonne la parole à mon collègue Jean-Louis qui va nous parler de l'un des piliers de l'éducation à la citoyenneté européenne, les activités au sein du programme Jean Monnet. Oui, l'activité Jean Monnet lancée en 1989 par la Commission européenne pour soutenir les études et la recherche universitaire dans le cadre de l'intégration européenne. Depuis 2014, l'Italie est leader sur cette action, suivie de l'Espagne et de la France. Donc sur la nouvelle programmation, les activités Jean Monnet pour l'enseignement supérieur sont maintenues. Il y aura un appel à proposition en 2021.
Par contre, une grande nouveauté pour 2021-2027, c'est l'ouverture de 3 activités Jean Monnet pour le secteur de l'enseignement scolaire, avec un accent qui sera mis sur la formation des enseignants et l'apprentissage de l'Union européenne, avec des échanges pratiques entre écoles et entre enseignants sur comment enseigner l'Union européenne. Donc on peut voir là clairement une opportunité pour les INSPE, par exemple. Eh bien, merci Jean-Louis. Alors, effectivement, on ne pouvait pas envisager cette séquence sur l'enseignement supérieur sans aborder la question de l'initiative Carte étudiante européenne. Je laisse maintenant à Morgane la possibilité de nous en dire un petit peu plus sur le sujet. Oui, alors, ma présentation sera brève sur le sujet. Si vous voulez réellement approfondir la question de l'initiative et vous mettre à jour sur les récents développements, je vous invite à suivre notre prochain webinaire qui aura lieu le 28 janvier. Et pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur le site de l'agence. Donc, l'initiative Carte étudiante européenne, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est alléger la charge de gestion des établissements d'enseignement supérieur en simplifiant les procédures de gestion administrative de la mobilité. Le deuxième objectif, c'est simplifier la vie des étudiants en facilitant leur démarche de mobilité. Donc, pour cela, 3 outils vont être utilisés pour concrétiser l'initiative. Ces outils sont en cours de développement et de test. Le premier, c'est la carte étudiante européenne, que vous connaissez bien, mais qui n'est pas le seul outil d'initiative. Le deuxième, c'est l'application mobile Erasmus+, à destination des étudiants. Et le troisième, c'est le réseau Erasmus Without Paper. Donc, ce réseau permet d'échanger de manière sécurisée les données des étudiants entre établissements européens. Et il permet aussi une gestion simplifiée de toutes les démarches en lien avec la mobilité Erasmus+, et ce, de la sélection des étudiants jusqu'à la reconnaissance des crédits ECTS. Donc, ce réseau vous accompagnera dans vos activités quotidiennes, notamment grâce à l'Erasmus Dashboard, qui est l'espace pour gérer les étudiants sortants et entrants, mais aussi grâce aux contrats pédagogiques et aux accords interinstitutionnels. C'est un processus évolutif, en fait. Exactement. L'initiative Carte étudiante européenne a vraiment vocation à être déployée de manière progressive et graduelle. Et voici donc le calendrier indicatif. Alors, si on devait retenir une date actuellement, ce serait le mois de juin 2021, qui a été fixé comme une date importante par la Commission européenne. Alors, Elena, que pouvez-vous nous dire sur les attendus de la Commission pour cette date ? Voilà, alors pour cette date, notre objectif est que tous les établissements d'enseignement supérieur soient connectés et puissent échanger leurs contrats, des contrats d'études en ligne. Alors, comme vous l'avez justement indiqué, on est dans une approche vraiment graduelle. Donc, cette date reste une date indicative dans le sens où, bien sûr, cette date sera maintenue uniquement si 2 conditions sont respectées. La première, c'est que nous nous assurons que les systèmes au niveau informatique, technique, fonctionnent bien. Et la deuxième condition, c'est que tous les établissements d'enseignement supérieur aient pu se connecter. Donc sans ces 2 conditions, bien sûr, ce calendrier sera revu. Ici, je pense que les spectateurs qui nous regardent aujourd'hui, si vous deviez retenir un message de la présentation d'aujourd'hui, c'est le plus rapidement possible, regardez au niveau en interne dans votre établissement d'enseignement supérieur, quelle est la meilleure façon de vous connecter à ce système, parce qu'en effet, à terme, comme je le disais, nous nous attendons à ce que tous les établissements d'enseignement supérieur participant au programme Erasmus passent en mode de gestion en ligne électronique, tout le processus de la mobilité étudiante, de la sélection jusqu'à la fin et jusqu'à l'obtention des résultats et des crédits et la reconnaissance des crédits des étudiants. Donc retenez vraiment l'approche graduelle, mais en même temps, il est déjà temps de venir avec une stratégie interne et de décider quelle est la meilleure façon de se connecter au réseau Erasmus Without Paper. Et je suppose que plus de détails vous seront donnés au prochain webinaire en termes de concrètement comment vous pouvez vous connecter. Merci beaucoup pour ces précisions. En effet, donc rendez-vous le 28 janvier prochain pour davantage de précisions.
Alors très rapidement, quelques ressources pour terminer cette présentation. En vue de la sortie du nouveau programme 21-27, la plateforme pour vous aider à candidater et pour vous accompagner tout au long de votre projet fait peau neuve. Pénélope Plus laisse la place à mon projet Erasmus+, une nouvelle plateforme que mes collègues vous ont présentée ce matin. Tiens, d'ailleurs, Elena, est-ce qu'on a une date de sortie du guide du programme ? Alors, au risque de vous décevoir, je ne pourrais pas vous donner de date précise. Nous sommes bien avancés dans le processus suite à l'accord que nous avons obtenu en décembre à la fin des trialogues et à l'adoption du budget Erasmus. La prochaine étape, c'est l'adoption du programme annuel de travail Erasmus+, qui aura lieu dans les quelques semaines à venir. Et ensuite, un peu plus tard, nous procéderons à la publication du guide du programme. Donc, je ne peux pas vous donner de date précise, mais en tout cas, je peux vous indiquer que probablement, il ne sera pas publié dans le courant du mois de janvier. Bon, merci. Alors, eh bien, pour rester informé sur nos événements et sur les dates des candidatures, sur la sortie du guide, bien sûr, inscrivez-vous à nos newsletters, la lettre de l'agence ou le flash Erasmus. Et puis, pour vous inspirer, nous vous recommandons d'aller visiter la galerie de projets qui se situe sur le site de l'agence, ainsi que, en fait, vous avez un accès sur la plateforme Erasmus Project Results pour voir un petit peu ce qui se fait en France, mais aussi ailleurs en Europe avec des établissements européens. En conclusion, le programme Erasmus+, ce sont des appels à propositions chaque année. Donc le prochain appel sortira au printemps, nous l'espérons. Si vous avez des questions, bien sûr, nous vous donnons rendez-vous le 18 janvier, lundi, à la même heure, à 15h20. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à l'équipe enseignement supérieur de l'agence et à notre collègue de la Commission européenne pour sa riche contribution. Merci à vous. Merci. Au revoir.